Bonjour, bienvenue sur Monde d'après, la version dématérialisée de Colère du présent, le festival de critique sociale et d'expression populaire d'Arras, qui se tient habituellement tous les ans le 1er mai. Cette année, en raison des contraintes sanitaires, le festival n'aura pas lieu de manière matérialisée, mais sur le web, sur le site Monde d'après. Et nous avons eu envie d'inviter les auteurs à y participer malgré la distance géographique. Et je suis donc avec Thomas Giraud. Salut Thomas. Salut Julien. Thomas, tu as publié, enfin, ton troisième livre est paru en septembre dernier aux éditions La Contre-Allée. Il s'agit du bruit des tuiles. On va en parler un peu. Est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement l'intrigue qui sous-tend ce troisième roman, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors l'intrigue, elle est très, très légère, puisque c'est pas un livre avec beaucoup de suspense, mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'un projet qui s'appelle Réunion, projet de Victor Considérant. Et ce projet, ça a été de fonder une communauté à la manière un peu des phalanstères de Fourier, une communauté qu'on peut qualifier d'utopiste, enfin en tout cas a posteriori. Euh, et le livre raconte comment Victor Considérant a convaincu un certain nombre de personnes de le rejoindre pour ce projet, comment ils sont allés au Texas, puisque ce projet s'est situé au Texas, et comment ce projet n'a duré que 5 ans. Donc ça raconte comment ça s'est construit, comment ça s'est déconstruit et les différentes péripéties auxquelles ils ont dû faire face. Alors, Victor Considérant, qu'on suit majoritairement dans le roman, même s'il y a d'autres focales par moment, est un personnage réel. Et je voulais savoir comment tu étais tombé sur lui et qu'est-ce qui avait fait que c'était lui que tu avais choisi parmi la masse des utopistes ou des gens qui sont partis tenter de créer des communautés, notamment aux États-Unis. Alors, bah, il y a un grand nombre de gens qui ont créé des communautés, de formes de vie collective. Et donc ça m'intéresse et ça m'a intéressé depuis longtemps, depuis l'adolescence. Donc j'ai beaucoup de documentation sur un nombre de gens assez différents, que ce soit des anarchistes, des hippies, des néo-hippies, enfin voilà, des artistes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de communautés très différentes, animées euh, souvent par des intentions différentes. Euh, Victor Considérant, donc je connaissais son existence, lui c'est un disciple de Fourier. Il m'intéressait justement en tant que disciple de Fourier euh, parce qu'il y a quelque chose de très organisé dans le fourriérisme et considérant se place vraiment là-dedans avec des vies qui sont rythmées, séparées, très organisées. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez ambigu, plein de paradoxes, Victor Considérant, avec des idées lumineuses. Et parfois, ce qui est notamment une des raisons de l'échec, des trucs dont on a l'impression qu'il ne les a pas du tout vus venir et sur lesquels il s'est parfois accroché. Donc, sans du tout que ce soit un livre moqueur, hein, ça l'est pas du tout. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout vu l'écrire comme ça. C'était quelqu'un qui me paraissait très, très complexe, justement, et qui m'intéressait pour ça, pour ces différents éléments-là. Donc voilà, une documentation personnelle, et puis parmi celles-là, après on ne sait jamais exactement pourquoi à un moment donné on se décide pour un tel ou pour un autre, mais Tu pars donc de faits réels pour écrire ton roman. Et je voulais savoir comment ça se structure dans l'écriture et puis dans ta recherche. C'est-à-dire que, bon, on est dans une période où on parle beaucoup de fake news et tout ça. La question de la littérature, est-ce que la vérité passe par la description du réel ou pas? On va évacuer cette question, mais quand on veut traiter de ça, donc ton intention, tu nous l'as donnée, mais par quelles étapes tu passes? Tu lis énormément de documentation, du coup, quand est-ce que tu te permets des incursions dans la fiction pure ou est-ce que tu essaies de rester le plus près possible du récit réel? Comment ça se passe le processus d'écriture? alors, ce que je vais dire, c'est un peu rétrospectif parce que j'ai pas de ligne directrice au départ, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai d'abord un travail de documentation important au départ et qui se situe sur deux plans. Il y a à la fois des sources de première main, par exemple ce que Victor Considérant lui-même a écrit, et après des sources de seconde main, ce que les gens ont dit de Victor Considérant, comment lui a fait les choses. Et souvent, c'est dans les deux se superposent pas, évidemment, ce que lui a dit et ce que les autres ont dit qu'il avait fait.
Et c'est souvent dans cet interstice-là que je me situe sur des choses que moi, je n'ai pas forcément vues exactement de la même manière. En tout cas, il y a régulièrement quelque chose une amorce qui vient de ce petit décalage-là. Et bien sûr, moi, je ne prétends pas du tout faire de la science ni quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est souvent un détail qui est mis de côté ou quelque chose qui me paraît bizarrement considéré comme l'unique élément explicatif. Et souvent, c'est un peu le point de départ de ma narration. Et ensuite, je suis assez rarement, concernant les faits bruts, en réalité, c'est pas tellement, c'est assez peu là-dessus que je fictionnalise les choses. Mais comme dans mes livres, les choses se passent beaucoup dans la tête des individus, c'est beaucoup sur leur perception des choses, sur leurs sentiments par rapport aux choses. Et donc là, évidemment, là, je me laisse absolument toute liberté sur ce point-là. Mais bon, ça m'arrive évidemment aussi. Je ne fais pas œuvre d'historien il y a évidemment certains éléments factuels que j'invente ou qui me paraissent ceux qui sont les plus probables aussi, hein, parce qu'en fait, j'ai pas toujours la documentation suffisante pour savoir comment les choses se passaient, hein. Alors, je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question. Non, c'est très bien. Il y a, comment? Il y a quelque chose, enfin, que tu mets en scène, je trouve, de manière assez juste. Tu parles d'introspection, d'être à l'intérieur de la tête des gens. Il y a un certain nombre de questions qui sont lancées toujours comme ça, mais au fur et à mesure de la réflexion de tes personnages, qui semblent presque interpeller le lecteur sur les choix et sur les manières de défendre dont les personnages se positionnent, quoi. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant dans ton écriture. Et finalement, presque, il y a aussi ce sentiment dans le texte de l'incrédulité, de la possibilité de l'utopie. Euh, Mm. Dans le questionnement même des gens, et puis dans le rapport qu'ils ont à considérant, et aussi dans le questionnement, enfin la manière dont vont les regarder les gens extérieurs du Texas, à côté du Texas, quand ils essaient de les convaincre de la validité de leur utopie. Mm. Enfin, en tout cas, sur ces interrogations, enfin, qui peuvent soit interpeller le lecteur, ou qui sont souvent en fait celles avec lesquelles moi-même je cohabite. Enfin, j'ai beaucoup de mal à être décisif, catégorique, définitif sur les choses que j'écris. Et j'imagine un peu par transposition que les gens auxquels je m'intéresse, ceux sur qui j'écris, je leur donne les mêmes doutes. Et c'est sûr que concrètement, dans ce moment-là, au Texas, quand ils s'appelaient des colons, enfin, quand ces colons sont arrivés là-bas, je pense qu'ils étaient à la fois animés d'une grande foi dans ce qu'ils faisaient et en même temps pétris de doutes, les doutes venant à la fois de l'endroit où ils étaient, des gens autour qui étaient là et de la difficulté à faire corps ensemble parce que évidemment on peut tous être d'accord, on va dire, le premier jour et dès le deuxième jour, on voit bien les hiatus, les incompréhensions qui peuvent intervenir. Alors c'est sûr que le livre, il est beaucoup sur ces éléments-là, sur l'incompréhension, sur, le, euh, sur les décalages. Donc, je disais, c'était ton troisième roman. Le premier était consacré à la figure d'Élisée Reclus en revenant sur certains épisodes de sa jeunesse. Dans le deuxième, tu t'attaquais à un musicien folk américain, Jackson C. Frank. Là, Le bruit des tuiles, bon, d'un point de vue très superficiel, est beaucoup plus gros que tes deux précédents romans, mais s'il est plus ample par la taille, il l'est aussi par le sujet, puisque là, tu arrêtes de te concentrer sur une seule personne pour travailler à l'échelle d'une communauté. Comment ça s'est passé cette transition? Si c'était un désir conscient ou ça s'est imposé? En fait, alors, c'était conscient au départ parce que en fait, le point de départ initial, je voulais que le personnage soit le lieu, que ce soit pas forcément un des personnages de la communauté, mais que ce soit le lieu.
Et très vite, il a fallu quand même faire vivre ce personnage principal. Et ce personnage principal, il a vécu donc le lieu n'a vécu que parce qu'il y avait Considérant. Et Considérant j'avais Considérant, j'avais besoin d'un contrepoint, de quelqu'un qui soit assez différent, qui le comprenne, mais qui soit un petit peu comme dans la musique ancienne de temps en temps. Voilà, on a besoin de contrepoint pour mieux entendre certaines mélodies. J'avais besoin d'un contrepoint qui est ce personnage de Leroux. Et puis, c'est une communauté, donc on avait besoin enfin, moi j'avais besoin en tout cas qu'il y ait d'autres personnages dont on éprouve les difficultés, qu'on n'ait pas voilà, qu'on n'ait pas qu'un seul point de vue sur les choses, parce que évidemment, chacun là-dedans, dans cette communauté-là, a vécu tout ça différemment. Et donc, j'avais envie qu'il y ait à la fois des gens très individualistes, des gens très collectifs, des gens un peu égoïstes, des gens très égoïstes, des gens très sympathiques, des gens d'autres un peu moins. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu gonflé et étayé. Et puis, ça croisait un peu mes recherches que je faisais, puisque je continuais à faire des recherches sur cette utopie-là ou sur les fourriéristes qui sont allés aux États-Unis. Donc, en fait, certains de mes personnages secondaires se sont inspirés de vies que j'avais vues ou lues ailleurs. Mmh. Au niveau du processus pour rendre aussi toute cette histoire, je trouve qu'il y a il y a un changement de style par rapport à ce que tu avais pu proposer dans tes 2 précédents romans. Déjà à l'intérieur desquels il y avait un changement de style pour Élysée, on trouvait quelque chose de coulant, un peu comme l'eau, avec des jeux de répétition, de ressassement intérieur. Là, on est dans une prose qui reste très poétique, mais qui est beaucoup plus froide et presque scientifique par moments. C'est pareil, le travail sur l'écriture, c'est une manière de restituer l'ambiance ou de donner à entendre le personnage de manière plus juste? En tout cas, dans chacun des livres que j'ai faits, il y a l'histoire compte, mais la manière de la raconter, j'allais dire, compte presque davantage pour moi, en tout cas dans mon intention. Et, et j'avais envie en tout cas autour du personnage de Considérant, il y avait deux ou trois choses que je voulais faire entrer. Je voulais réussir à faire tenir ce paradoxe qui est, je veux vous apporter la liberté, mais pour qu'on soit libre, il va falloir qu'on obéisse à un certain nombre de règles. Et qui est un peu finalement la langue juridique aussi que je connais un petit peu. Et donc il y a pas mal de ces choses-là chez Considérant. Après, il y a un peu d'autres éléments, notamment il y a parfois des successions d'adjectifs qui viennent sans virgule dans le texte et qui sont ces moments où Considérant commence à perdre un peu patience, à s'énerver. Donc il y avait ces éléments-là et alors il y a un choix sur l'écriture, mais qui se fait en fait, celui-là, il se modèle et il s'accommode pendant l'écriture en réalité du livre, parce qu'en fait, il y a les premières intentions qui sont un peu polies par le récit, il y a des choses qui arrivent et puis qu'il faut harmoniser. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement délibéré de donner un ton, une manière de faire, même si moi j'ai l'impression que dans le personnage de Leroux, par exemple, on peut retrouver en germe, enfin en tout cas les deux, les deux se ressemblent un petit peu sur leur rapport, notamment à la nature. Alors donc pour conclure cet entretien, donc Colère du présent t'a demandé de produire un texte pour le site Monde d'après, et donc l'espace d'un instant de te mettre dans la peau d'un considérant qui envisage le futur, plutôt d'un point de vue littéraire cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du texte qu'on retrouvera sur le site? Ouais, alors c'est un texte qui n'est pas du tout politique, c'est un texte, enfin, ou alors politique dans un sens très large, c'est un texte sur un peu, entre, évidemment, monde d'après, ça suppose le monde d'avant, et c'est un texte sur une transition on va dire, de la mer vers la montagne et d'un état, en tout cas d'une découverte de quelque chose. Je vais pas dire quoi, je vais laisser un peu de suspense. Le texte n'est pas très long à lire, mais donc il y a quelque chose qui est avant, et puis à la fin du texte, on arrive à ce monde d'après qui s'ouvre.
Merci beaucoup Thomas pour cet entretien. Et puis donc on rappelle Le Merci, bruit des tuiles, troisième roman de Thomas Giraud aux éditions La Contre-Allée. merci, merci de ta patience. Salut.